Le libre arbitre n'existe pas. Épisode 9, une révolution écologiste. Le libre arbitre n'existe pas, et on l'a vu, c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Dans l'épisode précédent, on a commencé à pressentir pourquoi, et on va poursuivre ici l'étude des conséquences radicales que pourrait avoir la disparition de la croyance en l'existence du libre arbitre. Dans l'humanité contemporaine et moderne, il y a cette croyance que si tu veux, tu peux, il ne tient qu'à toi de faire bon usage de ton libre arbitre, et donc, si je suis en position de te dominer, c'est que je l'ai mérité, il ne tient qu'à toi de mériter de pouvoir en faire de même. C'est parce que l'on suppose que les humains qui nous entourent sont eux aussi dotés de cette liberté à agir tel qu'ils le font, que les autres font exprès de ne pas vivre comme moi, puisqu'ils ont la liberté de vivre comme moi qui vis de la bonne façon et qui ai raison. C'est Henri Laborie qui l'explique très bien dans un interview à Radio Libertaire en 1985. Toutes les guerres ont été faites au nom de la liberté. La liberté que l'on veut apporter à l'autre bout du monde au nom de ses valeurs à soi. On apporte la démocratie à coups de bombe, mais au nom de cette liberté qu'a l'autre à agir. Et s'il n'agit pas comme moi, c'est qu'il le fait exprès. Donc j'ai non pas à le comprendre, mais j'ai à le combattre. Car s'il le fait exprès, il fait exprès d'être dangereux pour moi, il est dangereux pour moi, et donc il faut que je le combatte. Donc je lui fais la guerre. S'il fait exprès, alors on ne pourra jamais s'entendre, je ne pourrai jamais le convaincre, donc je le tue. C'est au nom de cette pseudo-liberté dont serait doté chaque organisme humain que l'on soumet les autres et que les humains se soumettent les uns les autres au nom d'une intelligence plus forte ou d'une force physique plus forte ou de la bonne religion ou de la bonne origine sociale. C'est au nom de cette liberté que l'on suppose à l'autre de pouvoir se libérer du joug de l'oppression que l'on s'autorise à l'opprimer. C'est aussi au nom, et c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre et qu'on va voir dans cet épisode, c'est aussi au nom de ce libre arbitre aujourd'hui que l'humain se croit supérieur au reste de la création. C'est parce que l'humain se croit supérieur qu'il s'autorise à exploiter tout ce qui est différent de lui. Et qu'est-ce qui le rend si supérieur? C'est qu'il se croit seul doté de certaines capacités cognitives. Il se croit seul capable d'intelligence, seul capable de conscience, seul capable de libre arbitre. Et comme, évidemment, il associe la dignité à ce qui lui ressemble, eh bien, il associe de la dignité à ce qui est doté d'une conscience et d'un libre arbitre. Ce qui n'est pas doté d'un libre arbitre, alors, mérite d'être exploité, et il n'y a pas de problème à cela, il n'y a pas de problème à le détruire. Moi, si j'ai la liberté de pouvoir élaborer la bonne pensée, pour pouvoir élaborer les bons comportements, pour pouvoir réussir à exploiter ce qui m'entoure, alors j'en ai le mérite, car libre à l'autre de pouvoir s'enlever de cette oppression, libre à cet animal, libre à cet insecte, libre à ce végétal, à se soustraire à ma liberté à pouvoir l'exploiter, et preuve en est que je suis supérieur à lui, puisque lui n'est pas libre. C'est précisément parce que l'on imagine que l'on est doté de fonctions, d'une nature intrinsèquement différente de ce qui nous entoure, que nous nous offrons une possibilité d'avoir un niveau de dignité supérieur au reste, donc une valeur supérieure au reste, donc la place de numéro 1 dans la hiérarchie de la matière. C'est même d'ailleurs au nom de ça que les Occidentaux ont par le passé exploité d'autres humains comme des biens meubles ou des animaux par exemple. Par le passé, le racisme scientifique part de là, c'est au nom d'une intelligence moindre, puisque la preuve, regardez, il y aurait un développement technologique moindre, c'est parce qu'il y a une intelligence moindre, alors que nous avons une valeur supérieure. Puis regardez, puisqu'il y a une liberté qui est supposée à l'autre de pouvoir se défaire du joug de l'oppression, alors libre à l'autre de pouvoir se défaire du joug de l'oppression, et tant qu'il ne le fait pas, c'est bien la preuve même que je suis supérieur à lui, et donc que j'ai le droit de l'esclavagiser, et de le coloniser, et de le violenter, et de l'exploiter, etc. Aujourd'hui, heureusement, mais en fait ça date d'avant-hier, c'est ultra récent, le racisme scientifique a disparu parce que l'on connaît, on a une représentation scientifique aujourd'hui contemporaine qui sait bien évidemment qu'il y a les mêmes fonctions cognitives chez tous les humains, quelle que soit leur couleur de peau et où qu'ils habitent dans le monde.
Par contre, du coup, on a laissé dans le champ de l'infériorité tout ce qui n'est pas humain. Les humains sont les seuls capables d'état d'âme, de conscience, d'humour et de liberté d'action, de libre arbitre. Ils sont les seuls donc à leurs propres yeux à avoir de la dignité et donc à avoir une valeur intrinsèque supérieure, sacrée. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point d'être humain, par contre, tout le reste, tu peux, autant que tu le veux, le réduire en élevage, le tuer, l'exploiter. L'être humain voit tout ce qui n'est pas humain comme une source de profit, de jouissance, de loisirs, de fabrication de biens de consommation, de biens de confort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la troisième évolution du capitalisme, après le capitalisme de société de consommation puis de société de loisirs, dans cette troisième évolution vers la société du bonheur, tout notre environnement est susceptible d'être une source de bonheur, de profit personnel, de développement personnel. Toute l'histoire de l'humanité est jonchée de rapports de domination qui sont pseudo-rationalisés par des pseudo-croyances pseudo-scientifiques qui légitimeraient que les hommes exploitent les femmes car sont plus forts physiquement ou que les riches exploitent les pauvres puisque de fait ils ont la même liberté que les riches à pouvoir être riches. Donc s'ils sont pauvres, c'est qu'ils ont moins de mérite, moins de réussite, ils sont moins intelligents, ils méritent la position sociale dans laquelle ils sont et darwinisme social. Et pourtant, donc, vous voyez bien évidemment, à mesure que la science avance et que l'histoire de l'humanité se jonche de génocide et d'horreur qui nous intiment à chaque fois de repenser notre rapport au réel, voyez comment le monde évolue et comment, par exemple, le combat antispéciste aujourd'hui essaye de faire entendre le droit des animaux. Mais voyez aussi ici la faiblesse même de ce combat, qui est fondamentalement lui aussi libre-arbitriste. Il n'est pas de dire l'humain n'a rien de plus que les autres, il est de dire les animaux aussi sont comme les humains et méritent notre attention. Il n'est pas de dire les humains n'ont rien de plus que qui ni quoi que ce soit, n'ont aucune valeur en plus de qui ni quoi que ce soit. Il est d'essayer de dire les animaux aussi ont une conscience, les animaux aussi ont des états d'âme, donc les tuer c'est mal. C'est précisément ici une des raisons fondamentales pour lesquelles on voit la catastrophe écologique nous arriver en pleine poire depuis des dizaines d'années maintenant. Ça fait des dizaines d'années que les scientifiques prédisent la catastrophe qui est en cours, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, et la raison pour laquelle l'humanité ne change pas. C'est que l'humanité continue de réfléchir au sein d'un paradigme ontologique qui ne permet pas de repenser radicalement différent notre rapport au réel. Tous les discours dits progressistes ou de gauche ou écologistes ou socialistes ou communistes ou anarchistes, tous ces discours-là sont basés aujourd'hui sur des croyances qui sont fondamentalement libre-arbitristes et qui conservent une distinction de nature entre les humains et le reste de tout ce qui nous entoure. Tous ces discours ont une conservation du paradigme ontologique contemporain qui est précisément celui qui est à l'origine de la catastrophe écologique contemporaine. C'est la raison même pour laquelle il n'y a pas la moindre raison de penser que l'on change radicalement notre rapport au réel. Ça fait des dizaines d'années aussi que les neuroscientifiques essayent de comprendre la raison pour laquelle les humains, malgré les chiffres toujours plus alarmants, pourquoi les humains ne changent pas de politique. Et pourquoi, malgré la catastrophe qui est en cours et que maintenant est sensible, les canicules tous les étés, la montée du niveau de la mer, la disparition des insectes, la disparition des oiseaux, la disparition des pollinisateurs, les récoltes qui se feront de plus en plus pauvres, donc des risques de famine, des catastrophes géopolitiques dans le monde entier, avec des guerres pour l'eau, avec des migrations à venir, etc. Tout ça, les humains le savent, c'est rappelé maintenant dans tous les rapports du GIEC, c'est rappelé dans toutes les COP 22, 23 et 26 et que sais-je, et pourtant les humains ne changent pas. Là, il faut en revenir aux explications cognitives qu'on a déjà vues dans l'épisode sur la manière avec laquelle notre cerveau fait pour faire des choix. Pour qu'un cerveau puisse radicalement changer de fonctionnement et de rapport à ce qui l'entoure, il faut que ses représentations et son paradigme, il faut que son logiciel d'appréhension du réel soit modifié. Pour qu'un organisme humain puisse prendre le risque de vouloir changer d'opinion politique ou de rapport au réel, et que donc du coup que ce changement de rapport
en se sommant les uns avec les autres face à un changement sociétal et un changement politique, il faut qu'il y ait un changement de représentation au plus profond de nous-mêmes. Ça veut dire un changement de logiciel. Et pour pouvoir avoir un changement de logiciel, ça veut dire qu'il faut que notre organisme puisse accepter de lâcher le monde dans lequel il vivait pour aller embrasser un nouveau monde. Je prends souvent cet exemple, mais c'est exactement comme si vous étiez dans une oasis et qu'on vous disait qu'il fallait quitter votre oasis parce qu'elle est vouée à disparaître et pour aller en trouver une autre qui est plus grande et plus pérenne et qui est de l'autre côté de la ligne d'horizon dans le désert. Vous ne le ferez que seulement et strictement si vous êtes archi-convaincu, méta-convaincu, pas si vous y adhérez un peu, si vous êtes méta-convaincu que vous avez tellement plus d'intérêt à prendre ce risque, ou si vous êtes méta-convaincu que vous avez tellement un désintérêt et un désavantage à ne pas prendre ce risque. Sinon, il n'y a aucune raison que vous preniez ce risque, et ça vaut pour un système cerveau, pour un système organique humain, comme pour une amibe, comme pour une fourmi, comme pour n'importe quel être humain face à n'importe quelle pensée. Si vous demandez d'adhérer à une croyance, alors vous vous heurtez à la probabilité que l'organisme en face ait plus d'intérêt à conserver la croyance dans laquelle il est, c'est-à-dire si c'est la croyance qu'on lui a appris, et c'est confortable, ou si c'est la croyance que partage préférentiellement son milieu social, on n'a pas envie de se mettre en porte-à-faux avec son milieu social, ou bien si votre déterminisme sociologique fait que vous avez plus intérêt à croire en cela. Plus vous serez riche, plus vous aurez tendance à privatiser votre réussite en parlant de mérite, et plus vous êtes pauvre, plus vous aurez tendance à mutualiser les déterminants en disant que c'est la faute de la société, mais du coup plus les riches diront que vous êtes des assistés. Et c'est exactement le problème du discours antispéciste, par exemple, qui conserve une distinction entre le vivant et le non-vivant. C'est que du coup, il est question ici de produire une croyance à laquelle il serait question d'adhérer. Et donc, vous avez les gens qui croient ou pas que les animaux sont des êtres sensients, donc sensibles. Et quand bien même après ils y croient, il faudrait qu'ils acceptent que c'est ça le critère qui permet de dire qu'il ne faut pas tuer les animaux. Et d'ailleurs, quand bien même après il dirait qu'il ne faut pas tuer les animaux, c'est quoi l'idée? C'est que du coup, il n'y aurait pas de problème à tuer les insectes, à déforester dans tous les sens et à tout polluer. Et donc, on reste dans une problématique écologiste qui est exactement la même, sauf à avoir combattu d'un point de vue de la morale en disant que du coup, c'est bien en soi de tuer moins d'animaux en soi. Et sauf que ça ne change rien à la catastrophe écologique en cours et surtout, on le voit bien, ça ne permet pas de convaincre. Demander d'adhérer à une nouvelle croyance, quand bien même celle-ci est légitime, ne permet pas de convaincre une masse critique d'organismes systémiques cérébraux humains. Toute l'histoire de l'humanité, toutes les histoires d'essor comme d'effondrement de quelque civilisation que ce soit, de quelque croyance que ce soit, de quelque fait social que ce soit, est liée à la production d'une nouvelle représentation fondamentalement, radicalement bouleversante pour les humains et qui ne leur laisse pas le choix que de peu à peu adhérer à cette représentation. Et la plupart du temps, c'est une découverte scientifique, d'ailleurs ou technologique ou technique, qui modifie radicalement la représentation du réel et qui, de fait, en aval, entraîne des modifications dans le rapport au réel, dans le rapport éthique et moral au réel, et qui donc modifie les systèmes sociétaux et car politiques, c'est-à-dire les manières de régir ces fonctionnements sociétaux. Si vous conservez une distinction entre les humains et le reste de la création, alors vous conservez toutes les raisons qui permettent aujourd'hui aux humains de rationaliser à leurs propres yeux la sensation neurologique qu'ils ont. Que vous le vouliez ou non, vous sentez que vous avez un libre arbitre, alors que ça n'existe pas. Que vous le vouliez ou non, votre cerveau vous intime de croire là, en regardant autour de vous, que la Terre est plate, alors que c'est faux. Que vous le vouliez ou non, votre organisme vous fait sentir que le Soleil tourne autour de la Terre et qu'on est le centre de l'univers, alors que c'est faux. Que vous le vouliez ou non, votre cerveau vous intime de croire que cette chose qui a 4 pattes et 2 yeux et qui vient quand vous l'appelez est plus mignonne et plus émouvante, a plus de valeur que cet insecte qui bourdonne, qui lui-même vaut mieux que cet arbre qui bouge quand on lui souffle dessus, qui lui-même a plus de valeur que cette pierre qui roule et que ce minerai ou que ce sous-sol. Ça, ce sont vos neurones qui vous intiment ça, c'est votre organisme tel qu'il est câblé, qui ne vous laisse pas la possibilité de faire autrement que de vivre sensoriellement les choses comme ça, et pourtant l'histoire de l'humanité est jonchée de ruptures de représentation liées à des découvertes scientifiques et à des nouvelles manières de se représenter nous-mêmes, nous les humains, et l'univers au sein duquel on évolue. Jusqu'à peu,
Les humains croyaient, et dans le monde il y a encore la majorité des humains qui pensent que l'humain est le seul capable d'humour, le seul capable de conscience, le seul capable de culture, le seul capable de libre arbitre. L'humour, on sait évidemment que c'est faux. Les rats rigolent, les mammifères sont capables de se faire des blagues et d'en rigoler. Les émotions, c'est faux, les humains ne sont évidemment pas les seuls capables d'émotions. On sait aujourd'hui que les mammifères sont capables de ressentir le deuil, capables de ressentir la tristesse, la douleur, la peur évidemment, mais également la joie, la tristesse, l'excitation, la frustration. L'intelligence, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? La capacité de comprendre, d'apprendre et de s'adapter. On sait évidemment que les animaux sont capables de décoder notre communication, d'apprendre et de s'adapter et de modifier leur comportement après apprentissage. La communication, on sait évidemment que les animaux ou les insectes par exemple sont capables de communication et par exemple les abeilles sont même capables de compter. On sait même qu'elles sont capables d'avoir la notion du zéro, c'est-à-dire du moins que un, du rien. Ensuite, la culture. On a cru jusqu'à il y a pas très longtemps que les humains étaient les seuls capables de culture, c'est-à-dire d'avoir des codes au sein d'une même espèce, d'avoir des codes comportementaux qui soient spécifiques à certains groupes d'êtres humains. On sait aujourd'hui que c'est faux. Vous avez des singes dans la forêt équatoriale, vous les mettez d'un côté ou d'un autre de la forêt équatoriale, ils ont des habitus culturels différents, ils apprennent à utiliser des outils différents et ils transmettent cet apprentissage à leurs enfants et qui fait que donc, après plusieurs générations, il y a des cultures différentes. Et enfin, cette histoire de libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de libre arbitre? Comment on pourrait imaginer que, alors qu'on est composé des mêmes structures cérébrales, absolument les mêmes structures cérébrales que tous les mammifères, on a juste une capacité une quantité qui est différente, une capacité, une puissance de traitement qui est différente. Comment fait-on pour se raconter l'histoire pareille, qu'on serait les seuls capables de liberté, de décider librement de nos comportements, de nos pensées, de nous libérer de nos déterminants? Comment on a réussi à se faire croire qu'on était les seuls organismes vivants capables de liberté, alors même qu'on a exactement les mêmes structures cérébrales que les grands mammifères, par exemple. Voyez donc la conséquence que ça a que de se rendre compte que l'on est doté de rien, fondamentalement de rien de plus que qui ni quoi que ce soit. Je ne vaux pas plus que qui ni quoi que ce soit, puisque je ne fais pas plus exprès d'être ce que je suis que quoi que ce soit, puisque donc je n'ai pas la liberté d'être ce que je suis, plus qu'un insecte, plus qu'une pierre qui roule à gauche parce qu'on l'a poussée vers la gauche. À partir du moment où vous enlevez cette distinction ontologique, la racine de nos représentations de ce que nous sommes, à partir du moment où vous enlevez cette distinction, alors il n'y a plus de différence de traitement entre vous et quelque humain que ce soit, mais plus de différence de traitement non plus entre vous et quelque entité que ce soit. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que à faire ce chemin, qui est un chemin à la base scientifique, vous arrivez sur des considérations politiques radicales, sur des considérations éthiques, morales radicales, et sur de nouveaux rapports au réel qui, par exemple, s'apparentent bien plus à l'éthique de populations, par exemple, animistes ou totémistes, c'est-à-dire, par exemple, dans les populations de chasseurs-cueilleurs ou les populations tribales, les animistes, par exemple, comme les populations natives américaines, ayant la croyance, par exemple, que toutes les entités autour de soi, vivantes ou pas, ont les mêmes attributs cognitifs que les humains, c'est-à-dire sont capables de conscience et de pensée, et les populations totémistes, comme par exemple les aborigènes en Océanie, en Australie, elles pensent que les humains ont des attributs animaux. C'est l'inverse, le mouvement sémantique cognitif, il est inverse, c'est nous avons chaque peuple a des caractéristiques tirées d'un animal particulier. Vous voyez que là, c'est par le biais de croyances qui sont, d'un point de vue scientifique, erronées, mais ce sont des croyances qui intiment un rapport au réel qui est fondamentalement respectueux de ce qui nous entoure. Les populations autochtones américaines ou, par exemple, d'Océanie avaient un rapport radicalement respectueux avec ce qui les entourait, et surtout, ce qui les entourait n'était pas distingué de soi.
Donc c'est même pas un rapport respectueux avec ce qui les entoure, c'était un rapport de stricte interdépendance avec ces autres êtres qui étaient autour d'eux, puisqu'il n'y avait pas de distinction nature-culture, par exemple. Il n'y avait pas de distinction entre nature et culture. Cette représentation qu'il y aurait d'un côté les humains capables de culture et de l'autre la nature est une représentation occidentale et qui, dans l'histoire de l'humanité, est récente. Ce sont ces représentations qui portent ce rapport politique au réel, qui nous autorise moralement à exploiter ce qui nous entoure. À partir du moment où vous vous rendez compte que votre activité là, votre comportement, est l'expression de l'agitation de la matière qui vous compose, et que cette matière qui vous compose est dans un état tridimensionnel donné, en raison de ce qui s'est passé à l'instant T-1, en raison de l'interaction permanente qu'il y a entre la matière qui compose votre organisme et la matière qui est autour de vous et avec laquelle vous interagissez en permanence, à partir du moment où vous vous rendez compte que ce que je viens de dire là est pareil pour un organisme humain que pour un animal, que pour un végétal, que pour un minéral, alors il n'y a plus de distinction morale et de distinction ontologique au plus profond de nous-mêmes. Il n'y a plus de distinction dans l'intuition que l'on a des choses et de la valeur que l'on prête aux choses. Je ne vaux fondamentalement, radicalement rien de plus que qui ni quoi que ce soit. Je suis là, bien malgré moi, en train de constater cet instant T de l'univers qui aboutit et qui aura abouti à cette matière qui aura agi de cette manière-là, à cet endroit donné de l'univers, de cet endroit de la croûte terrestre qui, il se trouve ici, s'appelle par exemple la France. Je ne fais rien exprès de plus, je suis simplement en train de constater ce qui est en train de m'arriver. Et quand je pense les choses comme ça, je ne m'autorise plus à dégrader quoi ni qui que ce soit, autrement que par nécessité, ou bien autrement que par plaisir et par désir et par envie, mais dans la simple et stricte mesure où j'ai un rapport de réciprocité avec cette chose et un rapport de respect à cette chose. Je peux me permettre évidemment de continuer à extraire des ressources, mais dans la simple et stricte mesure où c'est absolument indispensable, puisque ce sont des denrées finies et que une fois qu'il n'y en aura plus, je serai bien dans la merde. Je peux m'autoriser à voyager seulement et strictement si c'est compatible avec la survie du système même au sein duquel je suis précisément en train de voyager. Je peux me permettre d'interagir et d'avoir un lien, par exemple, de salariat et de travail avec des gens autour de moi, mais seulement et strictement si ce rapport-là leur convient, seulement et strictement si c'est en rapport avec des valeurs objectives de quantité de travail et de dangerosité et de pénibilité, mais pas au nom, par exemple, du fait que si j'ai fait 10 ans d'études, alors, de fait, je vaux mieux que toi. Non. Si la société me reconnaît à moi, en tant que médecin, une valeur sociétale plus importante qu'à un trader, alors oui, je pense qu'il faudrait que les médecins soient rémunérés comme un trader et que les traders, qui sont une catastrophe pour la survie de l'humanité, soient, par exemple, tout simplement strictement interdits d'exercer. C'est exactement comme dans l'épisode que je donnais sur la responsabilité et le fait que, avec la disparition de la croyance en l'existence du libre arbitre, c'est pas que tout le monde devient irresponsable, c'est l'inverse, c'est que tout le monde est responsable, mais que du coup, l'humanité se redécouvre les moyens rationnels de penser les outils qu'il se donne en termes de condamnation et de répression et les outils pénaux qu'il se donne, simplement et strictement à l'aune de leur efficacité pour protéger les victimes, protéger la société et réduire la récidive. Là, je ne dis pas en soi que c'est mieux d'être écologiste, je dis seulement et simplement que les moyens théoriques qui nous permettent de ne pas l'être n'existent pas. Donc, de fait, sachant la réalité des choses, vous ne pouvez de fait que retrouver un rapport d'égalité et de respect et d'humilité avec ce qui vous environne, un rapport d'interdépendance où vous rappelez, c'est pas que vous inventez, c'est que vous vous rappelez, vous redécouvrez le rapport fondamental d'interdépendance et d'interconnexion qui existe entre vous et tout ce qui vous environne. Ce qui vous environne d'ailleurs faisant partie de vous-même, hein. Les bactéries dans nos intestins, par exemple, sont plus nombreuses que nos propres cellules. Donc entre le soi et le non-soi, il y a déjà des frontières totalement absurdes. Si vous faites une microscope électronique, vous regardez votre corps est vide, on vous traverse. Vous envoyez un électron contre votre corps, il vous traverse.
On est fait de vide. À nouveau, votre corps, ce qui compose votre matière, est de la matière qui vient de l'environnement. C'est parce que vous mangez du végétal que vous avez des acides aminés qui composent votre corps. Notre corps humain est composé de l'univers. Donc, se rappeler de tout ça, ça n'est pas inventer un nouveau discours en positif auquel il s'agirait d'adhérer, c'est de découvrir ou de redécouvrir le rapport au réel que ça engage, que de se rendre compte que nos croyances contemporaines sont totalement erronées, que ce sont ces croyances qui sont à l'origine de la catastrophe écologique en cours, et que donc nous avons, rien que par survie, intérêt à les remettre en question. Il ne s'agit pas ici de faire appel au libre-arbitrisme pour pouvoir imaginer qu'il faudrait aller taper aux portes et mettre les bons tracts dans la tête des bonnes personnes pour pouvoir les convaincre. Si c'était le cas et si c'était comme ça que ça marchait l'humanité, vous imaginez bien que ça ferait un bail là, que la politique serait radicalement écologiste et avec un rapport au territoire qui détruirait l'État-nation, qui est un héritage de l'impérialisme et qui recentrerait la politique à une échelle, par exemple, de municipalisme libertaire. Mais vous voyez que même ce terme, par exemple, de municipalisme libertaire que j'emprunte à Bookchin, qui est un des fondateurs de l'écologie radicale contemporaine, à nouveau radical, pas au sens de « faut tout brûler », radical au sens de « il faut prendre des problèmes à la racine ». Même Bookchin lui-même était un libre-arbitriste de première qui, au nom d'une pseudo-rigueur intellectuelle, continuait de distinguer les humains du reste de l'environnement. Regardez par exemple, en 1965, il dit cette phrase. Il dit « Il est temps de dépasser toutes ces grandes cassures qui ont séparé l'humain de l'humain, l'humanité de la nature, l'individu de la société, la ville de la campagne, l'esprit du corps, la raison du sentiment et chaque génération des autres. » Je souscris évidemment absolument à cette phrase-là. Mais regardez ce qu'il dit ensuite en 1993. « L'émergence et le développement de la société humaine ont dépendu d'une disparition progressive des traits comportementaux instinctifs, ouvrant la voie à un comportement potentiellement guidé par la raison. » Tout est dit. À partir du moment où vous gardez, vous conservez cette distinction et vous croyez que l'humain est capable de raison, de conscience et de libre arbitre et que les autres non, et à partir du moment d'ailleurs où vous croyez en libre arbitre en soi, vous conservez les représentations qui sont précisément à l'origine du monde que vous voulez pourtant voir disparaître. Donc échec et échec logique. Je vous propose ici d'examiner, d'abord d'imaginer, puis ensuite de découvrir peu à peu ce que sera notre monde sans cette croyance en l'existence d'un libre arbitre et en nous rendant compte que nous sommes fondamentalement faits d'une même nature que toute la nature, que nous faisons partie de cette nature et que nous sommes là bien malgré nous, au gré du vent et des mouvements, exactement comme n'importe quelle feuille qui se détache d'un arbre, exactement comme n'importe quel arbre qui pousse, exactement comme n'importe quel renard qui se balade sous un fourré ou qu'un autre humain qui a un comportement différent d'une autre, exactement comme l'eau qui coulera à gauche plutôt qu'à droite, ou qu'une pierre qui roulera à droite plutôt qu'à gauche. Non seulement le libre arbitre n'existe pas, mais en plus, c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On arrive maintenant au dernier épisode de ce podcast, et on va parler de la révolution intérieure, comme de l'apaisement fantastique que ces découvertes peuvent apporter. Merci beaucoup à vous pour votre attention, et n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou à partager ce podcast. Car il est temps qu'on en parle, il est temps que ça se sache. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver.